Vous l'aurez de suite compris, notre invité dans Culturel aujourd'hui est musicien. Voici sa première guitare électrique de qualité. Il l'a depuis ses 18 ans et il joue toujours avec. Vous le savez peut-être, John Coltrane, l'un des grands noms du jazz américain, a joué dans la région liégeoise à Comblain-la-Tour en 1965. C'est une des influences de notre invité qui, lui, n'était pas encore né à cette époque. Consortium, c'est le premier album sorti par notre invité, un album en solo qui annonçait pourtant celui qu'il va nous présenter aujourd'hui. Notre invité est le guitariste Sébastien Auge. François Lapierre et Laura Zante n'imaginaient pas faire vaciller l'Église en se lançant dans une enquête scientifique et encore moins risquer leur vie. Le premier roman de l'historien liégeois Philippe Raxon a un petit air tout à fait assumé de Da Vinci Code. Et c'est un premier essai réussi qui affiche les meilleures ventes en ce moment à la Fnac. Le Festival de Liège fait la part belle aux jeunes compagnies et à leur création. Parmi elles, on est sauvage comme on peut par le collectif Greta Koetz. 5 convives autour d'une table pour une réflexion sur la solitude, un conte absurde qui dégénère en banquet cannibale. Metrophona, c'est Arthur à la compo, Clara au texte pour une synthé pop décomplexée nourrie d'influences rock, hip-hop et électro. Et cela donne un premier EP 5 titres, Black Art, à découvrir le 8 février au Cultura en roture. Grandma's Downtown, c'est le nouvel album de notre invité. Bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui, c'est Sébastien Auge. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes musicien, guitariste, mais aussi compositeur. Avec votre quartet, vous sortez cet album dont on vient de découvrir un extrait avec ce très beau clip. Un album qui vous a été inspiré par un voyage. Exactement. En fait, je suis parti avec un groupe qui s'appelle l'Ertalater, bien connu de la région de Liège, à Montréal. Et on en a profité pour aller à New York. Et New York, c'est un voyage en fait, qui m'a inspiré. C'est une ville qui m'a inspiré. Je suis rentré et je me suis dit, j'ai envie de lancer mon projet solo. Et donc, du coup, est né l'album Consortium. Et sur cet album, il y a un morceau en quartet où j'ai réuni ces 3 super musiciens, Antoine Davance, Lionel Aquilina et Jean Debris. Et alors, pour le deuxième album, je me suis dit, tiens, je vais faire un album uniquement en quartet. Donc voilà, de là est né l'album Grandma's Downtown, 3 ans après, parce qu'il fallait le temps de faire mûrir un petit peu le projet. Bien sûr. Mais ça me tenait à cœur en fait de sortir du côté solo. J'adore le finger picking, hein, mais j'avais vraiment envie de permettre de proposer les 2 formules en fait. Bien sûr. Voilà. Alors, vous avez répondu à cette envie, vous avez ce quartet, ces 3 musiciens autour de vous. Vous êtes à la guitare, vous composez également. Est-ce que tout l'album est vraiment inspiré par Harlem Je dirais que en fait, c'est inspiré par tous les projets que j'ai fait dans ma vie, on va dire. Ouais. J'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs groupes, l'Ertalater, Xamanek, Los Cubanistas, d'apprendre beaucoup de styles de musique. Je suis passé par le jazz, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de suivre un style en particulier ou une ambiance en particulière. C'est vraiment d'essayer de mixer un petit peu tout ça et de faire un peu la musique que je sens à ce moment-ci de ma vie, juste. Bien sûr. Et de mixer un peu le tout, quoi. Alors justement, parlez-nous de Grandma's Downtown. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce titre-là en particulier? Qu'est-ce qui ressort? Alors, qu'est-ce qui ressort dans le titre Grandma's Downtown? C'est beaucoup de funk, de la soul, du gospel. J'ai eu l'occasion d'accompagner une chorale gospel. Et je pense que c'est un peu par après que j'ai commencé à composer un peu des morceaux un peu plus dans ce style-là, quoi, avec des harmonies, des voix mélodiques comme ça, entre les basses, la basse, la mélodie, vraiment dans le style Grandma's Downtown. Et donc là, ouais, là, on est plus dans le gospel, en fait. Voilà. Voilà. On va parler bien sûr de l'album plus en détail, parler de votre formation aussi, de vos projets, de vos inspirations dans un instant. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire dans le cadre de votre vie de musicien.
Bien sûr, mais je lis soit des biographies de musiciens, je lis étonnamment, je lis quelques bouquins de philosophie, ça m'apaise en fait. Ça ne vous apaise pas de thriller alors? Pas de thriller, non, pas spécialement, pas encore. Maintenant, tout est intéressant, quoi. Bien sûr, ça peut venir. Alors justement, on va parler d'un thriller pour le moment. C'est le premier numéro, la première vente à la FNAC. Et pourtant, pour cet auteur, c'est son tout premier roman. Il s'agit de Philippe Raxon, qui est professeur à l'Université de Liège et historien. Depuis longtemps, il portait cette envie d'écrire une fiction. Eh bien, il sort La Source S, un thriller à la Da Vinci Code, plein de rebondissements, mais aussi de bonnes adresses. Il passa de l'étonnement à la consternation. Il s'interrompit plusieurs fois, se leva, revint s'asseoir. La tête lui tournait. Il arrive que ce qu'on lit frappe, au sens propre du terme, secoue le cerveau, cogne le cœur. Dans La Source S, Philippe Raxon nous fait suivre l'enquête menée par un historien comme lui, François Lapierre. Tout commence pour ce professeur renommé de la Sorbonne à Paris par la visite d'une jeune femme. Laura Zante est une jeune chercheuse sicilienne de 31 ans qui galère, comme beaucoup de jeunes chercheurs aujourd'hui en histoire, qui sont brillants, mais qui malheureusement ne trouvent pas de poste. Mais elle met la main, c'est elle qui met la main sur La Source S et qui va la présenter au professeur Lapierre. La Source S est la traduction d'une lettre du philosophe grec Sénèque qui a vécu au temps de Jésus-Christ, un document qui pourrait remettre en cause les fondements du christianisme. Il y a là, je dirais, un champ d'exploration qui m'a toujours fasciné. Bien que ce ne soit pas, je dirais, ma préoccupation scientifique principale, par nature, pour qui s'intéresse aux sources, on est au 1er siècle après Jésus-Christ dans une période véritablement fascinante. L'auteur montre le processus de la critique historique qui permet de vérifier la validité d'une source. Pourtant, il ne signe pas un essai, mais bien un véritable thriller. L'enquête emmène ses personnages de Paris à Dublin, en passant par Rome et Tel Aviv, sur les traces de Napoléon et de l'écrivain Oscar Wilde. Je plonge les héros dans des situations à rebondissement en permanence, et le thème de la poursuite le permet aisément. Et ça n'empêche pas qu'on est aussi dans une histoire qui laisse de la place à ce que j'appellerais l'art de vivre, c'est-à-dire l'art de cultiver le bien vivre, parce que le bien vivre, selon moi, se marie très bien avec l'intelligence et la réflexion. Et oui, pourchassés, menacés de mort, François et Laura s'attardent aussi dans de bons restaurants et hôtels réputés. Ce sont des héros positifs. Ce ne sont pas des héros désespérés. Ce sont des personnages qui ont plein de défauts, plein de vices, mais qui ont une espèce de sincérité dans leur quête scientifique, y compris dans la manière d'être excessifs dans un certain nombre de domaines des plaisirs de la vie. On devine que l'enquête va rapprocher ces deux historiens. D'ailleurs, sur le bureau de l'auteur, on trouve déjà la suite de leurs aventures. Merci Sébastien. Sébastien Auge, c'est un petit extrait de l'album que vous venez de nous jouer, cet album que vous sortez en quartet. Alors je précise qu'on pourra le découvrir le 5 février au Centre culturel de Saint-Georges, le 8 à l'Anvers, à Liège, et puis le 12 au Centre culturel de Dizon, le Tremplin. Il s'intitule donc Grandma's Danton, je l'ai ici. Vous nous l'avez dit, il vous a été inspiré par un voyage à Harlem. On peut parler de vos inspirations en tant que musicien. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, vous êtes fils de musicien. C'est ça, oui. Mon père jouait de la basse, en fait. Et donc, du coup, il y a toujours eu des instruments. Il jouait de la guitare, de la basse. Il y a toujours eu beaucoup d'instruments chez moi. Donc, rapidement, j'ai eu le réflexe de prendre, de tâter un petit peu l'instrument.
Et vers 13-14 ans, je me suis mis à la basse et puis la guitare. Et j'ai découvert le blues avec un musicien qui s'appelle Stevie Ray Vaughan. C'est votre grande inspiration? Ouais, c'est une grande inspiration parce qu'en fait, je n'ai plus joué que sa musique pendant vraiment 5 ans. Quoi. Mais vous êtes parvenu à vous en extraire, puisque vous créez, vous composez. C'est seulement à partir de 19 ans où j'ai été étudier le jazz au Jazz Studio Anvers et puis au Conservatoire de Maastricht, parce que je ressentais quand même quelques frustrations, quelques lacunes au niveau théorique. Et j'avais envie d'aller au bout, en fait. Pour moi, le but, c'est d'essayer d'atteindre une maîtrise, quoi. Et je pense que c'est ce qu'on fait pendant toute sa vie en tant que musicien, c'est vraiment atteindre vraiment la maîtrise de l'instrument. Et pourquoi le jazz plutôt que la guitare classique au conservatoire, par exemple? Pourquoi le jazz? Qu'est-ce que ça vous apporte en particulier? Je dirais que la notion d'improvisation, c'est une notion qui a toujours été très importante pour moi. Et donc, du coup, le jazz, en fait, est basé sur l'improvisation. Toutes les époques du jazz sont basées sur vraiment l'improvisation. En fait, on a une grille, on suit cette grille, mais des fois, on s'en détache quand même pour revenir, justement. Et il y a un côté... Au niveau des phrases musicales, il y a le côté raconter une histoire que j'aime bien. Mais raconter une histoire, pour moi, il ne faut pas spécialement avoir le scénario dans la tête. Il faut juste la raconter telle qu'on a envie de la raconter sur le moment même. Quoi. Bien sûr. Tandis que la composition, le fait de noter tout sur une partition, c'est très bien aussi. Dans les compositions plus picking, c'est ce que je fais. Mais dans le quartet, il y a plus l'improvisation qui est mise en avant. Quoi. Alors justement, ici, vous nous avez proposé de réaliser cette interview au Puzzle Jazz Club. C'est un lieu important pour vous? Quand même, oui. À Liège, déjà, il faut savoir que la majorité des plus grands jazzmen sont passés par ici. Ouais. Et donc, ça me paraissait important, effectivement, quand on m'a proposé de réfléchir à un cadre, c'était de le faire ici. Parce que, oui, effectivement, le jazz, c'est une musique que je trouve très, très profonde, très spirituelle, en fait. Et pourtant, vous me disiez en préparant l'interview, Stevie Ray Vaughan, c'est plutôt le blues, mais vous avez des influences multiples. Vous aimez le jazz passionnément, mais vous en sortez facilement aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai toujours été convaincu qu'il ne faut pas se fondre dans une étiquette, il faut essayer juste d'écouter le plus de styles possible. Ouais. Et après, c'est comme ça qu'on arrive à s'extraire justement de tout ça. Et à la fin, l'idée, c'est de ne plus voir un style, mais de voir de la musique, c'est tout. Et est-ce que vous créez le style Sébastien Hoge? Je pense qu'on crée tous notre style, en fait. Je pense qu'on a tous quelque chose d'unique. Et si vraiment on va chercher au fond de nous-mêmes, on crée tous notre style. Bien sûr. Donc pour moi, la notion même de poser la question à un musicien, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait comme style? Il fait lui. Donc je pense que tout musicien fait ce qu'il est. Bien sûr. Ce qu'il est et ce qu'il aime. On va poursuivre cette émission en nous intéressant du théâtre maintenant. Je rappelle que vous sortez cet album Grandma's Downtown. On va en parler encore, bien entendu, et des musiciens avec qui vous jouez. Je vous emmène au théâtre maintenant. Le Festival de Liège va bientôt débuter, le 1er février. Et parmi ces multiples propositions, on a épinglé celle du jeune collectif Greta Kreutz. Il jouera à la salle B9 à Saint-Luc. On est sauvage comme on peut, à voir les 2 et 3 février, mais aussi le 21 février dans le cadre de Factory. Why quoth the ape, I have a horse at will in Paris garden, to ride around still. Un chant ancien anglais pour se lancer, s'encourager mutuellement, c'est le début de « On est sauvage comme on peut », proposé par le jeune collectif Greta Kreutz. À la base, c'était l'idée de créer quelque chose ensemble, avec de la matière, mais sans trop savoir où ça allait nous mener, et voir comment on pouvait s'entendre en ayant chacun notre vision du théâtre ou de ce qu'on voulait faire, ou des façons différentes d'aborder le plateau aussi. Le point de départ, c'était raconter des histoires d'amour étranges et d'essayer de ne pas du tout avoir un point de vue moral, de les raconter d'un point de vue non moral, quoi. Et ça a été vraiment le tout début, le sol, quoi. C'est de là qu'on est parti. Non, Léa, je suis sûr à 100% que ce sont des pingouins. Je t'assure, mais c'est juste qu'en anglais, le terme penguin désigne les manchots en français, donc on fait souvent la confusion, mais ce sont vraiment des manchots. Léa, ils vivent en Antarctique, je suis désolée, mais c'est pas grave, tout le monde fait l'erreur. Hein. Donc comme ça, on se couchera moins bête ce soir. Initié il y a un peu plus de 3 ans, le projet s'articule aujourd'hui autour d'une table et illustre les tensions qui peuvent peupler un repas.
Ça nous arrive à tous d'être autour d'une table et d'essayer de se comprendre et puis on n'y arrive pas. Et c'est un peu par quoi on essaye de passer pour se rendre plus présent aux autres. Ça nous permet de parler de gens qui sont en crise de solitude et qui posent un acte un peu de folie, mais qui est comme un appel à l'aide ou un appel à la rencontre, une provocation à la rencontre. Cette fable réaliste s'improvisera en partie chaque soir devant les spectateurs, mais l'on sait que l'un des convives demandera à être dévoré par les autres. À la base, on travaillait sur l'amour. En fait, le vocabulaire cannibale, il existe tout le temps. Quand on parle d'amour, il est là tout le temps. Et du coup, très rapidement, on s'est dit, si on explorait concrètement, si on reprenait ce vocabulaire-là et qu'on le prenait au pied de la lettre. Avec On est sauvage comme on peut, le collectif Greta Kutz interroge la folie, la résistance, la passion et veut avant tout donner le goût d'être en vie. C'est incroyable ce que ça nous raconte. Donc, ils passent leur temps à cheminer entre ces deux pôles et on voit un petit pingouin, un petit manchot. On voit un petit manchot qui tout d'un coup prend une autre direction. Il part vers les montagnes. Ça, c'est Grandma's Danton en mode finger picking. Exactement. C'est une technique que vous appréciez aussi. J'adore le finger picking. En fait, je suis vraiment tombé dedans avec mes premières années de guitare, c'est en finger picking. Donc avec justement Jacques Stotzem, Marc Neufleur notamment. Ouais. Des guitaristes que j'ai très vite découverts et qui m'ont accompagné pendant toute mon adolescence. J'ai plus joué que ces guitaristes-là. Voilà. Alors on trouve un peu de finger picking dans l'album, et puis votre guitare électrique était très présente aussi, alors que vous maniez aussi l'acoustique. Mais... Oui, c'est ça. En fait, contrairement au premier album qui est majoritairement acoustique, le deuxième est beaucoup plus électrique. Ouais. Okay. Donc c'était une volonté, en fait, c'était aussi de montrer un peu les deux manières de jouer, quoi. Il y a vraiment la manière électrique et acoustique. La manière d'appréhender l'instrument n'est pas la même, quoi. Bien sûr. Alors revenons-en aux trois autres membres du quartet, Antoine Dawan, Lionel, rappelez-moi son nom, Aquilina et Jean Debry. Jean Debry. Jean Debry, j'y arriverai, pardon. Qu'est-ce qui fait qu'avec eux trois, ça marchait bien? Parce que des musiciens à Liège, il y en a beaucoup, des talentueux. Oui, bien sûr. Pourquoi eux trois? En fait, je pense que dans ces cas-là, il faut faire confiance à son feeling. Et que la vie nous mène vers des rencontres. Jean Debry, ça fait super longtemps qu'on se connaît et je sais que c'est un super bassiste. C'est vraiment le bassiste que j'aurais choisi pour ce projet. Donc la question ne se posait pas. Lionel Aquilina, on s'est rencontrés en jam et je me suis rendu compte que c'était un batteur terrible, qui était très à l'écoute. Et ça, c'est quand même un point positif pour moi. Et ensuite, il m'a mis en relation avec Antoine Dawan, qui est évidemment un terrible trompettiste et qui est coproducteur dans l'album. On produit l'album à deux. Okay. Et donc voilà, Antoine a un rôle aussi particulier important au niveau de la production de l'album. Dans l'album, il y a pas mal d'invités pour les concerts qu'on annonce. Donc le 5 à Saint-Georges, le 8 à l'Anvers, c'est la présentation de l'album, le 12 à Dizon. Est-ce que certains invités viendront vous rejoindre? Alors, à l'Anvers, il y aura Joachim Iannello, avec qui j'ai un duo violon-guitare, qui viendra nous faire quelques morceaux avec le quartet. Donc c'est le seul invité à l'Anvers. Parfait. Voilà. On poursuit en musique avec un tout jeune duo liégeois, Metrophona, composé par Clara et Arthur, qui sortent un premier EP Black Heart, qu'ils présenteront eux le 8 février à Cultura. Metrophona, c'est le projet de Clara et Arthur qui commence à se concrétiser publiquement. Metrophona, en fait, ça vient de métro, c'est dans un langage de programmation qui s'appelle Pure Data. L'objet métro est un objet de répétition et Phona qui est l'écoute. Donc en fait, comme au départ, on travaillait avec des samples, des boucles qu'on ajustait.
Metrophona, c'était logique, c'était des boucles qui étaient répétées. Arthur à la compo, Clara au texte, le travail de création s'est réparti tout naturellement, bénéficiant de leurs influences respectives. Alors mes influences à moi, c'est plus de la pop folk. Rien à voir avec l'électro, donc j'étais plus sur du First Aid Kit, donc de la pop folk suédoise. Et puis sinon, en électro, j'aimais vraiment bien Jana Dead, The Do. Tout ça, c'était des bonnes inspirations. J'ai des influences à la base plus rock comme Radiohead, des groupes comme ça. Et puis après, j'ai commencé à écouter des groupes plus électro comme Daft Punk. Il y a Justice aussi. Puis il y a The Do avec le dernier album qui était aussi plus électronique. Donc voilà, c'est ça aussi toutes mes influences, mon parcours. L'alchimie a pourtant fonctionné très rapidement entre ces deux amis avec un projet solidement établi. Metrophona, je le vois comme un groupe plutôt synthé-pop dans le sens où à la base on compose avec des instruments plus traditionnels et puis on remplace la plupart de ces instruments par des instruments électroniques. Donc les batteries sont remplacées par des boîtes à rythme, certaines guitares par des synthés. Et puis après, ça dépend, quoi. On voit un petit peu, sur cette EP-ci, on a rajouté plus de guitares, plus de claviers non électroniques. Leur premier clip illustre la chanson King of the Hill, tournée avec quelques figurants et la participation du duo des MC Stylés. Ça représentait vraiment le thème de la chanson. Je voulais que ça représente vraiment le King of the Hill, donc le roi de la colline. Et c'est une chanson qui parle de toutes ces personnes influenceuses qui publient quelque chose, que 1 million de personnes suivent. Et c'est une attitude que je voulais arrogante, sans gêne. Et je pense que les MC Stylés représentaient vraiment bien ce côté-là, bling bling. Metrophona présentera son premier EP 5 titres le 8 février prochain au Cultura. L'EP s'appelle Black Heart. Et alors le message, c'est vraiment derrière des mélodies hyper dynamiques, hyper dansantes, il y a un message un peu plus sombre. Sébastien Hoge, merci de nous avoir présenté cet album, Grandma's Downtown. Le clip qui illustre ce titre-là, qui donne son nom à l'album, est aussi vraiment pas mal. On se croirait vraiment à Harlem. Ouais, c'est l'ambiance recherchée. D'ailleurs, c'est un clip réalisé par Olivier Laval, un super réalisateur et qui a fait vraiment du tout bon boulot, que je remercie beaucoup. Un poster également à découvrir dans l'album. Oui, Olivier Laval a fait la pochette et alors c'est Dominique Houckman qui a fait le poster qui se trouve à l'intérieur, à la place du livret. Bien sûr. Parce que le problème d'une musique instrumentale, c'est qu'il n'y a pas de paroles. Donc si on veut faire un livret, on est obligé de trouver des astuces. Des astuces, voilà. Dominique Houckman pour Goldo, bien connu à Liège, bien Goldo, évidemment. Voilà, ce qui est important pour vous aussi, c'est de ne pas vous enfermer dans un style. Vous préparez déjà d'autres choses? Vous avez déjà d'autres projets? Alors, en fait, je suis assez attiré vers d'autres cultures, comme la musique indienne. La musique du monde, en fait. Donc j'ai envie d'apprendre à jouer d'un autre instrument. Je pense que je resterai dans les instruments à cordes, mais j'ai vraiment envie d'essayer d'aller chercher un autre univers, en fait. Le oud, la sitar, le luth, Par il y a exemple, plein de choses, évidemment. Et là, je me laisse porter par la vie, mais en effet... Ouais. Voilà, on continuera à vous suivre dans vos aventures musicales, bien entendu. Merci beaucoup, Sébastien Hoge. Je rappelle que vous êtes en concert avec ce nouvel album, et bien notamment le 8 février à l'Anvers, 7 à Liège et puis le 12 au Tremplin à Dizon. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on termine cette émission, comme d'habitude, avec quelques infos en agenda. Et la semaine prochaine, notre invité nous ramène au théâtre. Il s'agit de la comédienne, mais auteure également, Gisèle Mariette. À très bientôt. Stéphanie Blanchou est à la fois chanteuse et actrice. C'est dans ce registre qu'elle est en tournée avec « Je suis un poids-plume » ou comment une jeune femme se reconstruit grâce à la boxe après une séparation douloureuse. À voir à Sprimont le 8 février, mais aussi à Flémal le 10 février, à la Cité Miroir le 13, ainsi qu'à Angy le 14 et le 15 à Theux.
Spécialisée dans la culture et l'art contemporain, la Galerie d'art de Conloster, à Liège, accueille les sculptures de Gojun-Jean et les tableaux de Sogef. Le premier, inspiré par la science-fiction des années 50, redonne vie à des objets obsolètes. Le second, dans ses toiles, est résolument orienté street art, à voir jusqu'au 15 mars. Le festival Parole d'Homme est annoncé du 1er au 23 février. Entre théâtre, humour, musique, danse et expo, il affiche une vingtaine de rendez-vous. On épingle Double de Nono Battesti, feu d'artifice de danse et music soul, à voir le 3 février au Centre culturel de Dizan.